Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Madame la Présidente, alors je sais qu'il y a 2 secrétaires interpétuels et 2 secrétaires qui est annuel. Alors j'avoue, je m'y perds un peu, mais c'est bien, justement, vous avez 2 secrétaires, ce qui est rare dans les associations. Mesdames et messieurs du bureau, mes chers collègues qui sont au premier rang, et merci à Xavier de m'avoir présenté, et Pascal Montemin, qui est un ami que je connais depuis également très longtemps. On a le plaisir de se retrouver régulièrement à la Sorbonne à une époque héroïque, si je puis dire. Voilà. Sans parler d'Amiens. Bon, j'ai eu la chance de faire plusieurs années dans la commission de spécialistes d'Amiens. Et comme je dis toujours, j'ai toujours plaisir à venir à Amiens pour d'autres raisons. Bon, je suis allé à l'Université du Temps Libre également. Mais j'ai toujours un souvenir ému, puisque je pense toujours à 2 personnes. Pierre Desportes, qui était un grand professeur d'histoire médiévale, qui a fait partie de ma soutenance de thèse, de mon jury. Et puis également Madame Lucie Aubrac, ça n'a rien à voir, qui est devenue d'amis, malgré la différence d'âge, de rang, de grade, voilà, qui a eu la chance, donc j'ai eu la chance, moi, surtout de connaître, qui est venue plusieurs fois à la maison. Et je l'avais rencontrée pour la première fois dans le train, elle venait de Paris, et on partait sur Calais. Et pour moi, Madame Lucie Aubrac était vraiment un exemple de vie à tout point de vue. Voilà, donc ça n'est pas toujours de la médiévale comme vous le remarquez. Alors là, je vais vous parler du mythe, c'est ce qui m'a été demandé, des 6 bourgeois de Calais, comme l'a rappelé Xavier tout à l'heure, et je l'en remercie. Bon, j'ai la chance de diriger depuis maintenant plus de 20 ans une collection de biographies médiévales, donc à Paris avec les éditions Lips, et nous avons sorti 28 ouvrages de biographie médiévale à ce jour. Si certains collègues médiévistes voulaient y participer, c'est avec plaisir qu'on les accueillerait. Et entre autres, donc si vous voulez, sous la direction de Stéphane Lebec à un moment, ensuite en co-direction avec Jean Huclin, l'ancien doyen de la Cato, et puis maintenant avec Sophie Brouquet depuis peu. Voilà, donc j'ai travaillé, et c'est la dernière période que je ferai, puisque moi je vais arrêter dans 3-4 ans. Je crois qu'il est plus que temps de profiter de notre retraite avec mon épouse ici présente dans la salle. Elle fait signe d'un grand oui, voilà, mon épouse est là. Je voulais vous dire que je suis Dunkerquois d'origine, personne n'est parfait, calaisien totalement d'adoption, et c'est un Dunkerquois qui va vous parler du mythe des 6 bourgeois de Calais. Alors autant vous dire que quand j'ai fait cette conférence à Calais, la première fois, il y a eu comme un séisme, une secousse sismique, parce que j'aurais dit, on n'est pas sûr que les 6 bourgeois ont véritablement existé, et cela est un problème. Alors pourquoi je vous dis cela ? Parce que je vais faire quand même un préambule avant de faire le plan, comme vous le voyez, qui est normalement, donc vous l'avez vu, mais j'ai enlevé, je remets maintenant. Un plan plutôt thématique avec une première partie chronologique, comme vous le remarquez, une deuxième partie où on s'intéressera aux sources, et en tant qu'historien médiéviste en particulier, ça me paraît important, et la troisième partie, nous parlerons du mythe, je dirais, à la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc, si vous voulez, je suis appuyé sur plusieurs ouvrages pour faire cette conférence aussi, en particulier sur 2 d'entre eux. Alors, il y a un premier ouvrage qui avait été publié par le Musée des Beaux-Arts de Calais, avec Madame Alette Audiquet, avec quelques universitaires, et entre autres, cela s'intitulait donc Les 6 bourgeois de Calais, la fortune d'Amit. Cet ouvrage, d'ailleurs, est là tout à fait le problème de la véracité au niveau des faits, si vous voulez, qui concernent les 6 bourgeois de Calais, le siège de Calais au Moyen-Âge. D'entrée de jeu, les auteurs disent on n'abordera pas le Moyen-Âge et on n'aborde que Rodin, au mieux le 18e et surtout le 19e, 20e. Comme ça règle le problème. Il y a une page sur le Moyen-Âge et on a 219 sur la période contemporaine. En revanche, un ouvrage que je citais, parce que d'abord j'ai utilisé pas mal, mais pas uniquement, c'est un ouvrage d'un de mes collègues, d'un de nos collègues, Jean-Marie Meuglin, un ouvrage remarquable, aux éditions Bazarine, sur les 6 bourgeois de Calais, mythe et réalité. Et justement, c'est un peu pour ça que j'ai repris le titre, mais Jean-Marie Meuglin fait un travail remarquable, puisqu'il a travaillé sur plus de 2532 manuscrits, ce qui n'est pas peu dire, en particulier français et anglais. Et donc c'est important, il a fait un travail que je vous recommande de lire, cet ouvrage est particulièrement passionnant. Alors, avant d'aborder, voilà, donc premier temps, le Calais par l'image. Alors ça, c'est aussi un autre ouvrage sur lequel je me suis appuyé, que j'ai d'ailleurs dirigé avec Alain Lautin, qui est mon ancien
ami, collègue, président d'université que vous avez connu certainement, et nous avions retiré aux éditions Le Téméraire, Xavier il faisait allusion à l'instant, nous avions retiré donc le Calais par l'image de Fernand Lesnel. Et nous avons justement utilisé le tableau des six bourgeois, à partir du château de Versailles en particulier, d'un tableau qui se trouve au château de Versailles, sur les six bourgeois de Calais, normalement, avec la corde autour du cou, les chemises en lin, etc. Nous y reviendrons. Alors ensuite, voilà, on a les bourgeois de Calais, voilà l'ouvrage de Jean-Marie Beuglin dont je vous parlais. Donc c'est vraiment intéressant. Alors pourquoi justement y a-t-il un mythe? Parce qu'on n'a pas de certitude dans tous les domaines. On va parler d'abord de la première partie qui sera plutôt les certitudes, comme je l'indiquais dans le plan. Et ensuite, nous verrons plutôt les incertitudes, surtout à partir des sources. C'est là où justement ça se complique. Un mythe est toujours de l'incertitude et non pas de l'incertitude. Alors on va donc essayer de passer à la suite, si j'y arrive. Voilà. Alors simplement un rappel de la situation de Calais avant le siège de Calais, donc avant les six bourgeois de Calais, puisque Calais donc, va être assiégé en 1346-47, on y reviendra. Et donc la ville de Calais, si vous voulez, avant, comment est-elle? D'abord, c'est un village de pêcheurs à l'origine, qui se situe au niveau de Saint-Pierre, et comme l'a très bien rappelé Xavier à l'instant aussi, on a un rassemblement en fait des deux villes qu'on connaît actuellement quand on parle de Calais, c'est Calais et Saint-Pierre en 1885. Mais à l'origine, c'est simplement un village de pêcheurs. Alors comme vous le remarquez, les Calaisiens sont chauds, et ils vont s'attaquer aux moines de Saint-Bertin qui sont venus demander, réclamer la dîme, etc. Et cela se passe dans les années 1180. Alors ensuite, je vais très vite sur cette partie-là. Vous avez une charte de fondation de la ville de Calais. Calais fait partie d'une double vague de fondation voulue par les comtes de Flandre et en particulier comte de Boulogne et comte également donc de Flandre et en particulier la famille donc de Philippe d'Alsace, Mathieu d'Alsace entre autres. Alors la première charte de fondation c'est vers 1180, la ville est créée avec Calais, Dunkerque, Dieuport, etc. à 20 ans d'intervalle. Chose originale, la ville a une charte, je le dis très vite, une charte du port qui est distincte de la ville et c'est assez unique, semble-t-il, à notre connaissance, au niveau médiéval. Le sceau de Calais montre l'importance de cette ville au XIIIe siècle, un sceau qui rappelle une nef ventrue, donc une nef marchande. Le château de Philippe Urpel, alors Philippe Urpel est comte de Boulogne, il possède donc bien entendu le Calaisis et Calais et surtout il va faire construire des fortifications vers 1226-1228 et va installer un château au nord-ouest de la ville. Voilà, donc ça c'est une représentation en partie valable, à part le château qui me paraît un peu trop Walt Disney, c'est ce que je veux dire, Walt Disney, mais bon, c'est un travail qui avait été fait par une de mes étudiantes à l'époque, elle l'avait publié dans le bulletin municipal de Calais, et donc c'est une photo de représentation du plan de Calais, finalement avec ces fameuses fortifications dont je vous parlais, qui ont été impressionnantes et dont il faudra tenir compte par la suite. Donc la ville de Calais est assez exceptionnelle. Ça, c'est un plan unique, exceptionnel à l'époque de Calais, avec tout un travail qui a été fait avec moi-même, avec un de mes étudiants, Laurent Lenoir, et on a donc remis toutes les rues de l'époque et tout, à partir d'un plan de l'époque d'Henri VIII Tudor, dans les années à peu près 1520. Alors ensuite, et là nous allons y revenir par la suite, si vous regardez bien cette carte, il s'agit des origines des Calaisiens d'après leur patronyme. C'est ce qu'on appelle une étude onomastique, d'où venaient les Calaisiens à l'époque. Ben, si vous regardez bien, ils venaient essentiellement, toujours, quasiment pour tous, à l'ouest de l'Arc. Donc ils venaient plutôt de l'Artois, du comté de Boulogne, etc. Retenez bien cette carte, elle est importante, parce que Édouard III, quand il va faire le siège de Calais, va faire une erreur un peu stratégique, même si c'est un grand stratège d'ailleurs, il va croire que les Calaisiens, justement, ne sont pas originaires, il les pense flamands, si vous voulez. Il n'a jamais pensé qu'ils étaient plutôt orientés vers la France et vers l'Artois. Alors ensuite, voilà, ça c'est une carte que nous avons faite dans l'ouvrage dont on vous a parlé. Vous avez des avant-ports qui ont été créés sur toute la côte, et vous avez donc ce qu'on appelle les anciennes abbayes, et souvent ces avant-ports vont devenir des villes rivales des anciennes abbayes dans l'arrière-pays du littoral, en particulier de la Flandre maritime.
Et donc Calais, si vous voulez, est loin de Saint-Omer, c'est à l'avant-port de Saint-Omer, sauf que finalement il y a aussi des hauteurs, c'est un peu le problème. Le Boulonnais, c'est une enclave, et donc souvent les marchandises, surtout à partir du XIVe siècle, vont devoir passer par Gravelines pour rejoindre Saint-Omer, et ensuite Arras. Je continue, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voulais vous montrer que c'est un travail que je fais actuellement et qui va être l'objet d'un article à l'école des hautes études, là, qui devrait sortir d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Un travail totalement inédit puisque je travaille sur les archives anglaises et donc du côté anglais et le côté français. Pour la première fois, il y a l'étude médiévale, je pense que ça n'a jamais été fait de ce côté-là, en comparant les ports français et les ports anglais de part et d'autre du détroit. Donc Calais est une ville très importante stratégiquement, voire commercialement, parce qu'elle est juste en face du détroit. Il y a 32 km de distance, et c'est la voie la plus courte, bien entendu, vis-à-vis de l'Angleterre. Ça n'est pas par hasard si, vous le savez, l'actualité parle souvent de courant migratoire actuellement. Voilà. Alors on en arrive maintenant à un peu les certitudes. On arrive à la première partie, comme je l'avais intitulée, sur les prémices, et donc le début de la guerre de 100 ans. Je reviens sur la guerre de 100 ans. Là, je renvoie à notre ouvrage remarquable d'un de nos collègues qui s'appelle Boris Bove, qui a fait un travail sur la guerre de 100 ans, et entre autres, il met en valeur l'Amiénois et toutes les chevauchées anglaises, entre autres. Alors ici, vous avez donc la relation, en particulier avec Philippe VI de Valois, dont on parlera, et le roi d'Angleterre, c'est Édouard III. Alors bien entendu, il y a toujours des relations complexes depuis 1337, et il y a toujours ce problème de vassalité, en particulier pour les possessions continentales des rois d'Angleterre par rapport à la France. Alors on a toujours mis en valeur la cause dynastique, bien entendu, et cette relation fait de vassalité complexe entre finalement deux rois qui veulent être souverains ou pas. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on oublie de parler quelquefois de l'économie. Or, la laine est très importante, la draperie flamande est à côté, et donc, si vous voulez, on a besoin de la laine flamande, de la laine anglaise, pardon, pour les villes flamandes qui sont à proximité de Calais. Ce qui fait que Calais va être un enjeu stratégique, mais aussi économique, entre autres. Voilà, je reviens, j'ai dû tromper dans le sens, je ne sais pas, voilà, là, je reviens en arrière. Alors, oui, je suis tombé de flèche. Alors là, c'est bloqué, non, ça va. Voilà, alors, là, je vous montre un exemple de Boris Bove, et en particulier dans tout ce qui est dans la région d'Amiens, sur les chevauchées anglaises, qui vont avoir régulièrement lieu dans la région, avec le début de la guerre de 100 ans. On va aller plus vite vers... Voilà, alors là, on en arrive à l'événement lui-même du siège de Calais. On a en particulier donc Édouard III qui débarque à Savas-la-Hougue, en particulier au Savas-la-Hougue, le 12 juillet 1346. Son armée va rejoindre le nord, va aller vers le nord, et finalement, vous savez, va suivre la fameuse bataille de Crécy, le 26 août 1346. Alors, là aussi, c'est la défaite, bon, je ne vais pas revenir sur la bataille de Crécy, qui est très connue. Tout simplement, il arrive, Édouard III avec ses troupes, il arrive le 4 septembre 1346 devant Calais. Alors là, en face de lui, il y a un autre personnage, et ce personnage, vous le connaissez probablement. Donc là, les soldats qui attaquent des paysans, il y aura des chevauchées assez terribles dans la région, et en particulier dans votre région également. Et donc, toute l'armée anglaise va terroriser un peu les régions traversées. Le roi d'Angleterre a rencontré quand même de la résistance du côté de Montreuil et du côté de Boulogne. La première bataille importante, d'ailleurs, je le rappelle aussi, de la guerre de 100 ans, c'est une des premières batailles, en fait, il y a une autre avant, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est la fameuse bataille de l'Écluse, qui n'est pas une bataille navale, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais une bataille semi-navale. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail de la bataille de l'Écluse, et on a ici la présentation de Crécy, vous savez qu'il y a un petit musée à Crécy d'ailleurs, dont je m'occupe avec Florent, qui est aussi un des étudiants, voilà, entre autres actuellement avec Azincourt. Alors on continue pour aller à l'essentiel. La bataille de Crécy, c'est l'image épinale très connue, et on arrive finalement aux deux protagonistes qui vont, normalement, qui devraient se faire face à Calais. Édouard III est un excellent stratège dans l'ensemble, sauf qu'il n'a pas pensé que les Calaisiens étaient plutôt orientés vers la France alors qu'il y croyait flamands, et là il a fait une erreur un peu de calcul, d'où la résistance
de la population calaisienne résistante plus importante que prévu. Et puis en face de lui, il aura un roi hésitant, c'est Philippe VI de Valois. Alors ça prend du temps, Philippe VI hésite, il rassemble ses troupes à Arras, à Hesdin. En plus, on va réunir ses déchaussés après ses déchaussés, ça prend du temps. Et finalement, il décide de s'opposer à Édouard III à Calais qu'en mai-juin 1347. C'est-à-dire presque un an plus tard, vous vous rendez compte, c'est un roi plus qu'hésitant. Finalement, bon, il arrive le 27 juillet devant Sangatte, maintenant c'est devenu Blériot, à l'époque c'était pas Blériot, Blériot-Sangatte, et finalement, il reste 5 jours. Et le roi de France, plus qu'hésitant, décide de repartir. Donc autant vous dire que, bien entendu, ça arrange d'une certaine façon l'affaire des Anglais. Donc le siège de Calais aura duré au total 11 mois, et la population calaisienne va donc mourir de faim, comme vous en doutez. Alors il y a un auteur qui va parler de 2 tentatives que les Calaisiens ont essayé de crier au secours par voie maritime 2 fois, mais finalement par 2 bateaux. Mais finalement ce sera un échec total. Et ceux-ci vont être coulés dans l'entrée du port de Calais. Alors vous avez un point rouge. Le point rouge, c'est Villeneuve-Lardy. En fait, Villeneuve-Lardy, c'est le camp, tout simplement, anglais, qui va être dirigé par le chef, si vous voulez, le gouverneur anglais, qui sera donc Geoffroy de Chardy, dont on parlera par la suite. Jean Froissart va nous parler beaucoup de cette ville de Villeneuve-Lardy, et il nous parle d'une véritable ville. Ben oui, pendant 11 mois, il faut occuper les soldats, il faut les nourrir, il faut les loger, il nous décrit les échoppes, les artisans, etc. Donc, on a toute la description de cette ville, on revient sur ce qu'on avait dit, mais là, voilà. Et donc, Villeneuve-Lardy, comme vous l'avez vu, c'est dans l'arrière-pays. Et finalement, au bout de 5 jours, Philippe VI de Valois décide de repartir. Donc, il laisse tomber la population calaisienne. Et là, en fonction des sources, on le verra, il y a des incertitudes. Finalement, est-ce que l'on va s'occuper des Calaisiens ou pas ? Est-ce qu'on va les décimer ? Ça sera toute l'incertitude, ou une des incertitudes, dont je vais reparler par la suite. Alors, ce que l'on sait surtout, c'est que d'abord, un personnage a joué un rôle important. Un chroniqueur fondamental, c'est Jean Froissart. Alors, Jean Froissart s'est inspiré des écrits de Jean le Bel. Mais Jean le Bel, si vous voulez, ses écrits datent de 1358. Alors déjà, 1358, on a 1347. Le siège a eu lieu déjà 10 ans avant. Jean Froissart va faire 4 épreuves différentes, 4 écrits différents, entre 1385 et 1389. Et au départ, il y aura un seul bourgeois, Eustache de Saint-Pierre. Puis à la fin, il y en a 6. Et donc, on s'est appuyé sur ces 6 bourgeois, comme le disait très bien Jean-Marie Beuglin. Donc il a créé des héros, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y a un seul bourgeois avec une corde autour du cou, c'est pas terrible, ça fait pas très Hollywood, si vous voulez, pour l'époque, hein, même pour l'époque. L'autre problème aussi, c'est que Jean Froissart, dont vous êtes 40 ans, 50 ans après l'événement. Alors, et c'est-à-dire parce que quelqu'un écrit au moment d'un événement qui est plus objectif, pas toujours. En plus, Jean Froissart, justement, ça tombe bien que je vous en parle, Jean Froissart, n'oubliez pas qu'il change de camp. Au départ, il est originaire de Valenciennes, il est du côté de Philippa de Hainaut, la reine d'Angleterre, l'épouse d'Édouard III, et donc finalement, il est plutôt du côté anglais. Et puis finalement, par l'intermédiaire de Guy de Blois, il va être reçu à la cour de France, et ensuite il change de camp. Et il va du côté de Philippe VI de Valois. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un personnage intéressant. N'oubliez pas que les chroniqueurs, ils écrivent en fonction de leur mécène. Et encore une fois, c'est ce que j'appelle les mercenaires de l'écriture pour ma part au Moyen-Âge. En fait, ils vont vers le plus offrant la plupart du temps. Et Jean Froissart est un très bel exemple, même si bien entendu ses écrits sont passionnants. Et c'est surtout sur les écrits de Jean Froissart qu'on va s'appuyer, bien entendu, pour connaître les 6 bourgeois de Calais. Hein, c'est tout le problème. Alors on continue, voilà, donc une représentation de 3 ans sur le siège de Calais, voilà, le siège de Calais 1346-1347, c'est un autre auteur aussi, très connu pour les ducs de Bourgogne d'ailleurs, entre autres, et donc on a affaire toujours à des auteurs, la plupart du temps, postérieurs, seconde moitié XIVe siècle. J'y reviendrai dans un instant.
Voilà, ici devant Troyes et Geoffroy de Chardy, donc se fait en face devant Calais. On a pas mal de représentations dans les minures. Et on en arrive à la partie des incertitudes. Partie des incertitudes importantes. Première incertitude, les bougies utiles. Ce qu'on a appelé les bougies utiles, c'est-à-dire quand la population de Calais va-t-elle évacuer. Vous savez que, de façon magnanime, au dire de certains, d'autres n'ont pas dit la même chose, nous y reviendrons pour les sources, mais globalement, la population calaisienne va être évacuée. Alors, pas toute la population calaisienne. Il semblerait d'ailleurs que plusieurs chroniqueurs soient d'accord pour le nombre de personnes. On parle de 1700 personnes, ce qui peut nous faire estimer la population de Calais au moment du siège à peu près à 6000 à 8000 personnes. Certains auteurs, dont je tairai le nom, collègues qui sont décédés, parlaient de 14 000 à 16 000 personnes, ce qui nous paraissait, avec le chanoine Platel et d'autres collègues belges, bien entendu excessif. Déjà, les villes au Moyen-Âge de 6 000, 8 000 personnes, c'est pas mal. Donc les enfants, les vieillards, voire les femmes, auraient été évacués de la ville. Alors là aussi, les avis divergent. Certains parlent de mai, juin, d'autres parlent au tout dernier moment du mois de juillet. Finalement, il y a un débat. Finalement, on ne sait pas s'il est évacué entre le mois de mai et le mois de juin-juillet. Le problème surtout, c'est qu'on a des versions différentes. Et ça n'est pas aussi évident. On va parler dans un instant des sources des auteurs anglais, des auteurs pro-français, etc. Alors on peut penser que les auteurs pro-français, ne parlant qu'en bien de Philippe VI, et les auteurs anglais ne parlent qu'en bien d'Édouard III. Ce sera malheureusement pas aussi évident que cela. Et finalement, certains ont des visions originales. En particulier, on a des auteurs français et anglais qui vont soutenir que finalement, le roi d'Angleterre, Édouard III, magnanime, a laissé partir cette population entre les fortifications et le camp de Villeneuve-Lardy, que je vous ai montré tout à l'heure, dirigé par Geoffroy de Chardy, mais finalement, il serait allé même jusqu'à remettre de l'argent. On peut toujours y croire, bien entendu, on peut croire au Père Noël, surtout qu'on est quand même en plein été, c'est pas l'hiver, bon bref, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une version qui est partagée par un auteur français et un auteur anglais. En revanche, un auteur anglais dit non, non, pas du tout, donc c'est un auteur anglais qui dit non, non, pas du tout, on a laissé mourir les gens entre les fortifications et, bien entendu, le camp de Villeneuve-Lardy. Voilà. Qui dit vrai, qui dit pas vrai, etc., c'est le problème. Et puis un autre, quelque chose d'autre qui m'a interpellé, là, c'est en travaillant personnellement. Donc vous voyez, c'est pas misérable, vont être même repris dans des représentations, même du 19e, ça fait partie du mythe, on y reviendra. Voilà. Alors voilà, les bourgeois de Calais devant Édouard III. Alors regardez bien là. Philippa de Hainaut, elle est où là? Moi je la vois pas beaucoup, alors vous allez me dire, il n'y a pas le roi, etc. D'accord. Mais ici, on a le roi d'Angleterre. Il n'y a pas de Philippa de Hainaut. Là, il n'y a pas de Philippa de Hainaut. Ce sont des archives anglaises ou françaises, des représentations des enluminures. Le problème, c'est qu'on ne parle jamais de Philippa de Hainaut avant le XVe siècle. On en parle au XVe, mais pas au XIVe siècle, où elle n'est jamais représentée. Et ça, c'est très important de le rappeler. Alors, vous savez que, au dire du mythe ou de la légende, c'est elle qui serait intervenue auprès d'Édouard III, parce qu'elle était enceinte, et elle aurait insisté pour qu'on sauve les 6 bourgeois de Calais. Sauf que c'est une tradition médiévale, je pense que Pascal sera d'accord avec moi, en général, on sait très bien que ça se terminait plutôt bien, c'était le symbole des 6 bourgeois, des bourgeois qui devaient se remettre les clés de la ville à celui qui prenait la ville, et rarement on exécutait les gens de la ville, en question. Donc, et les sièges sont fréquents au Moyen-Âge, très fréquents les sièges. Philippe Contamine l'a bien montré, à maintes reprises. Encore une fois, le siège fait partie de la coutume guerrière, si vous voulez, au Moyen-Âge. Alors, là aussi, on peut se poser un certain nombre de questions. Vous voyez, pas mal d'incertitudes dont je voulais vous parler. Alors, là, vous voyez, donc réédition des... Vous voyez, il y a d'autres représentations, bourgeois remis à la reine, etc. Mais on a, vous voyez, donc là, on est au XVe siècle. Et là, on représente la reine d'Angleterre, si vous voulez, donc Philippa de Hainaut. Voilà. Alors, celui dont on parle beaucoup, c'est Eustache de Saint-Pierre. Il a fait un discours, donc au niveau de l'hôtel de ville de l'époque, qui se trouvait place d'Armes à Calais. Si vous connaissez la place d'Armes, donc c'est Calais-Nord, bien entendu. Le Calais médiéval, c'est la ville de Calais-Nord actuellement. Et Eustache de Saint-Pierre ont été le personnage central.
dont on a retrouvé des traces dans les documents. Là, il n'y a pas trop de doute possible. Voilà. Le Calaisis va devenir donc une possession territoriale, comme vous savez, de façon durable. Alors ça va être confirmé par le traité de Bretigny en 1360. Ensuite, on va avoir, si vous voulez, la reprise de Calais seulement 1558, on en parlera très vite à la fin, avec le duc de Guise en particulier et Henri II, roi de France. Et donc le Calaisis devient une enclave. Le Calaisis devient une enclave totalement. Alors ça va être la possession anglaise. Et cette possession rouge que vous voyez, qui est une carte d'un de mes collègues Van der Merch de la Cato à l'époque, il faut savoir que cette possession anglaise va être importante puisque, d'abord, c'est ce que les Anglais vont appeler un pied-à-terre continental. C'est assez pratique, quand ils veulent repartir, ben, ils sont en face de chez eux, ils repartent, ils viennent comme ils veulent, entrée libre quasiment. Et puis surtout, on a donc une zone, non pas que Calais, mais ça va être à partir de 1351 à 1352, on aura une zone qui va aller de Saint-Aglever, si vous connaissez un peu sur les hauts d'Artois, ce qu'on appelle quand on va vers Vissant, Vibreux, et ça va aller jusqu'à là, jusqu'à Gravelines. À l'intérieur des terres, ce Pale, toute cette zone anglaise, va être donc étendue sur une quinzaine de kilomètres. Guines va demeurer anglaise tout le temps, donc de 1347 à 1558. Et puis, je dirais, alors Ardres, c'est plus compliqué parce que Ardres va être 20 ans anglaise et va être reprise par les Français, donc en 1377. Et là, Ardres, ce sera la tête de pont des Français, alors que pour les Anglais, ce sera Guines. Ce qui fait les Guinois et les Ardrésiens, si vous connaissez un peu des Guinois, des Ardrésiens, même dans le Calaisis actuellement, c'est toujours un petit peu tendu, comme quoi l'histoire c'est important. Donc cette enclave continentale va être très riche pour les Anglais. Alors je me permets de préciser que Bertrand Stern, dont on parlait tout à l'heure, l'a bien montré d'ailleurs dans 2 articles des colloques de Calais. Il a bien montré, il y a eu 2 tentatives pour prendre le Pale. Entre 1406 et 1436, il y a 2 tentatives. À chaque fois, ça échoue. En fait, on ne va jamais aller jusqu'à Calais. Même les ducs de Bourgogne, ils veulent monter un peu les busques et finalement ils partent. Parce qu'ils n'ont pas envie de reprendre Calais. Pourquoi? Ben parce qu'on sait où est l'adversaire. Et l'adversaire, ça l'arrange aussi. En fait, ça arrange tout le monde. Voilà pourquoi on va rester 2 siècles, ou les Anglais vont rester plus de 2 siècles à Calais, entre autres. Voilà, le pays, c'est ce que vous voyez là, si vous voyez les Poitillers, donc vous allez de Saint-Aglever jusqu'à là, et donc une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Les écrits aussi, alors pourquoi ces incertitudes, avant de parler des sources plus directement, et essayer de déterminer les auteurs, les sources sont très importantes, et tout dépend de l'époque à laquelle vous écrivez. Je vous parlais de Jean Lebel, qui est un des premiers chroniqueurs aussi, avant qui a inspiré des Froissart, mais quand Jean Lebel écrit, c'est à l'époque de 1358. C'est-à-dire nous sommes, la France est en très grande difficulté, nous avons une révolte très importante, celle que vous connaissez, je pense, du prévôt des marchands à Paris, Étienne Marcel, et d'ailleurs les serviteurs, entre autres, ou les bras droits du roi de France sont molestés, ça se passe, comme vous le voyez sur cette illustration, se passe très mal. Ce qui fait que l'auteur, bien entendu, en fonction de la période à laquelle il écrit, ne voit pas l'événement de la même façon. On reste beaucoup plus prudent, ou moins prudent, vis-à-vis de la monarchie française, moins la monarchie anglaise. Voilà, donc le fameux traité de Bretigny, je vous laisserai déchiffrer plus tard, si vous le voulez bien. Certains savent ce que c'est que travailler sur les archives médiévales, une de mes collègues aussi, voilà. La France après Bretigny, voilà, je passe là-dessus. Bon, il y a quand même le Ponthieu qui vous intéresse directement. Voilà, pour ça, je vais attendre un peu. Alors, au niveau des auteurs, maintenant, la deuxième partie, on va parler des sources. Je vais essayer de faire une synthèse assez importante, quand même, et assez claire. Les auteurs, il y a 3 catégories d'auteurs, si vous voulez. Il y en a 5 si on considère l'ensemble des auteurs du XIVe siècle. J'intègre donc très peu d'auteurs de l'époque du siège, puisque ni Jean Lebel, ni Jean Froissart ne sont contemporains. Et pourtant, c'est eux qui vont beaucoup nous influencer pour notre connaissance du siège. Il y aura 5 auteurs en particulier, donc, qui vont être plutôt du côté pro-français. Alors il y a ce qu'on appelle la chronique de Sagny, ils ne sont pas toujours des auteurs, les auteurs sont quelquefois anonymes.
On a également Jean de Venette, qui est très connu d'ailleurs par les médiévistes, Gilles Le Muisy, entre autres, Émeric de Perrac en particulier, et puis une chronique normande, là aussi anonyme. Alors Gilles Le Muisy, vous connaissez peut-être, il a parlé du nombre d'habitants dans Calais. Quand le roi d'Angleterre va prendre Calais, il ne va rester que, au mieux, alors il dit entre 6 et 22 habitants. La ville a donc été vidée, une fois que le siège est terminé, il n'y aura quasiment plus un Calaisien dans la ville de Calais. Donc la ville d'Angleterre, le roi d'Angleterre, Édouard III, va essayer de tout faire pour attirer, bien entendu, des Anglais pour venir s'installer à Calais, des marchands, des soldats, des bourgeois, etc. Ça sera plus difficile, on le verra dans peu de temps. Donc on a 5 auteurs qui sont donc des auteurs pro-français, avec des variantes, bien entendu, au niveau de l'interprétation. Ils sont plutôt en faveur du roi de France, mais tous reconnaissent son côté hésitant. Dans l'ensemble, c'est un roi hésitant, Philippe VI de Valois. J'oserais dire que ça fait partie un peu des Valois, à part Charles V, que j'aime beaucoup personnellement, mais à part lui, je veux dire, les autres ne sont pas du défi. Et Charles VII à la fin de son règne, on va dire, pour être clair aussi. Les Anglais. Alors les Anglais ont beaucoup plus parlé de l'événement au XIVe siècle, c'est normal. Ils sont du côté des vainqueurs. Pourquoi irait-il cacher cet événement qui est plutôt à la faveur? Alors bon, j'en ai plusieurs à vous donner. Il y a un poète qui s'appelle Laurence Biro, en particulier. Vous avez également donc l'Anonymal Chronicle, c'est une chronique anonyme là aussi. Vous avez également donc Ravulf Hayden, par exemple, Thomas Walsingham, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, Robert de Haversbury, Geoffroy Le Richer, John Law Reading, etc., etc. Donc on peut vous en citer, il y en a au moins une dizaine. Vous voyez, du côté français, on en parle beaucoup moins. Vous devinez pourquoi? On ne peut pas dire que ça soit une victoire française, le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a là aussi des neutres. Et les neutres sont intéressants, en particulier. Il y en a 3, je serais intéressé. En particulier un marchand qui s'appelle Giovanni Villani, c'est un Italien, qui lui a vu le camp anglais, qui a vu le siège, etc., qui est rentré dans la ville quand elle est tombée face à l'ennemi, et finalement, il nous décrit assez bien, avec force détail, finalement, les événements. Il y a un bourgeois anonyme de Valenciennes aussi, mais là aussi, et on a l'anonyme de Saint-Aubert. Là, on peut aussi le voir, ses écrits, aux archives de Saint-Aubert. Vous voyez, donc on a un certain nombre d'auteurs. Au niveau des sources, elles sont quand même assez partisanes, mais elles ne disent pas tout à fait la même chose. Que ce soit pour la reine Philippa de Hainaut, que ce soit pour le nombre de bourgeois, que ce soit pour la durée du siège, etc. Et surtout pour la population qui a été évacuée dans l'ensemble. Bon, ce qui est important quand même. Alors, on a donc une typologie, et cette typologie a été faite, je vais être honnête aussi avec vous, c'est avec Jean-Marie Moglin, qui a fait une typologie extrêmement détaillée, puisque je vous dis, il a travaillé sur plus de 2500 manuscrits, autant vous dire que c'est un travail considérable. Alors, je vais essayer maintenant de poursuivre sur le mythe en tant que tel, et pourquoi y a-t-il eu un mythe? Alors, d'abord, après la prise, avant de parler du mythe, après la prise de Calais, si vous voulez, donc après 11 mois, le roi d'Angleterre, je dis, va essayer d'attirer les Anglais à Calais, etc. Finalement, ça ne va pas marcher très bien. Il va d'abord faire une étape, si j'ai bonne mémoire, des draps, du plomb, de l'étain, du fer, etc. Ça ne marche pas. Donc il impose une autre étape, et c'est celle la plus connue, c'est l'étape des laines. Vous avez déjà entendu alors on dit l'étape des laines, et cette étape des laines à Calais était très importante. C'est-à-dire qu'il impose une étape des laines, ça veut dire qu'il impose aux marchands londoniens, qui sont vendeurs de laine, tout simplement, de passer par Calais, et pour réexporter cette laine vers les villes drapières flamandes. Alors ça va marcher à un moment, mais vous comprenez que les marchands londoniens, ils n'ont pas envie de passer par Calais. Ils disent, pourquoi nous, on va passer par Calais, alors qu'on pourra aller à Bruges directement, à l'estuaire de Bruges, etc. Je dis, l'estuaire de Bruges est souvent ensablé, comme vous le savez. Bref. Et donc, si vous voulez, il va se poser ce problème. Alors, au début, ça va marcher. Là, j'ai retracé un graphique des sacs de laine. Ces sacs de laine, si vous voulez, vous voyez qu'il y a une période à peu près qui fonctionne plutôt bien. Et puis très vite, vous voyez, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, vous avez une chute des sacs de laine. C'était au mieux à la fin du XIVe siècle. Et bien tout simplement, vous avez la fin de l'étape des laines en rentabilité. Je dis bien rentabilité. Ce qui prouve que, bien entendu, le calcul du roi d'Angleterre, ça n'est pas rentable. L'étape des laines n'est pas rentable, contrairement à ce qu'on pensait.
Alors voilà, ici vous avez une carte inspirée d'ailleurs d'un de mes maîtres, mon ancien directeur Guy Fourquin. Vous avez ici en particulier donc une carte qui représente toute l'industrie textile, en particulier en Flandre et voire au-delà d'ailleurs, avec toutes ces villes flamandes qui doivent leur prospérité à la laine. Alors pourquoi la laine anglaise est aussi très prise à l'époque? D'abord, elle n'est pas tellement concurrencée, à part la laine castillane, qui arrive surtout au XIVe, mais à de la distance, etc. Et puis la laine anglaise est d'excellente qualité. Le problème, c'est qu'elle coûte cher. Ça, c'est un autre problème. Et puis, je vous rappelle qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle les crises. Il y aura une crise de l'industrie textile, mode vestimentaire, on est dans les crises, la peste, etc., la guerre, etc. Et donc, on va avoir une nouvelle orientation de l'industrie textile vers ce qu'on appelle la sailléterie, les cils qui sont de moindre qualité. Voilà. Mais Calais n'est pas loin. Comprenez que Calais a cet avantage de ne pas être loin. Mais pourquoi les marchands londoniens devaient continuer à passer par Calais, alors qu'il était plus simple d'aller à Bruges. Et donc les rois d'Angleterre vont être confrontés très vite, surtout à partir du XVe siècle, à ce déplacement vers l'extérieur. Je continue, voilà. Donc ici, voilà, je me suis trompé de faire comme d'habitude, voilà. Donc on a toujours les Anglais, bien entendu, qui sont présents. Pourquoi je vous ai mis cette carte-là, extraite du livre de Maurice Baume sur la guerre de 100 ans, son excellent ouvrage aussi, tout simplement, vous voyez les flèches. Et bien tout simplement, après Azincourt, 1415, qu'est-ce qu'on font les Anglais? Ils repartent chez eux, ils repartent par Calais, c'est un pied intercontinental, c'est pratique. Je crois que cette carte à elle seule suffit que des longs discours. Voilà pourquoi les Anglais sont restés à Calais. Ça c'est très simple aussi. C'était pratique pour eux. Voilà, alors le pays, je vous en ai parlé, alors le pays va rester à ce niveau-là, parce qu'il y aura des garnisons, etc. Il y a des garnisons, des soldats, le point noir c'est Calais, bien entendu le point essentiel. Bon là c'est une carte avant 1377, Ardes était le deuxième point important, mais je vous dis, Ardes va redevenir française, et c'est Guines qui va prendre la place d'Ardes. Donc on a à peu près au total 1000 soldats en 1400. À la fin du XVe siècle, vers 1500, on n'en compte plus que 300. Donc ça vous donne une idée au niveau militaire de la chute également, parce que la monarchie anglaise a du mal à payer. Il faut payer les soldats. Alors autant vous dire qu'ils vont se payer sur l'habitant, chez l'habitant en particulier, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas entrer dans le détail. En nature plutôt. Voilà, donc il y a toute une évolution. Il y a la population calaisienne qui est repartie un peu à la hausse, mais cette population calaisienne va beaucoup souffrir des relations avec la soldatesque. Et les textes du XVe en parlent beaucoup, bien entendu. On reproche à la soldatesque d'avoir un soldatesque un mauvais comportement. Voilà, Calais à l'époque d'Henri VIII, donc on a une chute des soldats qui se comportent mal, et puis on va avoir... Alors pourquoi les Anglais mettent moins de monde? D'abord ça coûte cher, et parce qu'ils pensent que Calais est une ville inexpugnable, qu'elle ne peut pas être reprise, de toute façon. Et donc ils sont presque sûrs d'eux, comme les Français l'ont été très souvent dans leur histoire, et puis surtout, il y a les marchands. Alors les marchands de la laine, c'est pareil, c'était 300... donc quand l'étape des laines a été créée dans les années 1363-1370, et donc déjà en 1400, on est à moins de 200 et on arrive à 100 marchands anglais présents pour l'étape des laines en 1500. Donc on voit un vide du Calaisie, donc simplement il y a une attache sentimentale de l'Angleterre et surtout une attache stratégique des rois d'Angleterre, tout simplement, et ça c'est important. Voilà pourquoi on va garder le Calaisie et Calais longtemps. Voilà une vue superbe donc à l'époque d'Henri VIII de Calais. Vous trouvez ces fortifications, vous trouvez la fameuse tour du Guet, qui n'est plus d'époque. Vous savez qu'il y a eu un séisme, entre autres, j'avais fait une conférence sur la tour du Guet, elle s'est effondrée, il y a eu une secousse sismique de 7,2 l'échelle de Richter quand même, il faut le savoir, donc au XVIe siècle. Et puis vous avez Notre-Dame et vous avez l'église Saint-Nicolas, bref, vous avez les édifices principaux du Calaisie médiéval. L'entrée du port, un bassin, nef marchandises et nef militaire, je dirais davantage. Voilà. La reprise de Calais a lieu sous le duc de Guise et Henri II en particulier, qui vient 3 jours plus tard, et ça c'est du détail. Alors, comment se fait-il qu'il y ait eu un mythe? On arrive surtout à la notion du mythe des 6 bourgeois de Calais. Ça c'est aussi important à rappeler. Alors je vous rappelle quand même les noms des 6 bourgeois. 6 bourgeois de Calais, alors Eustache de Saint-Pierre, donc le village de pêcheurs, c'est intéressant.
Jacques et Pierre de Vissant, un petit port de pêche actuel très sympathique d'ailleurs, Jean de Fienne, vous aviez Andrieux d'Andre et Jean d'Air, R sur la liste. Mais quand vous réfléchissez, aucun d'eux n'est calésien. Parce que Saint-Pierre n'est pas calais, non plus, si on réfléchit bien. Aucun bourgeois de Calais n'est calésien. Quand même aussi intéressant. Et dans les archives qu'a consulté en tant que Jean-Marie Belin dans le détail, il n'en retrouve que 2 au maximum. C'est-à-dire qu'on a beau chercher à droite et à gauche dans les archives, même dans le domaine commercial, même dans le domaine économique. Alors, vous allez me dire, bah oui, du côté français, il n'y a pas d'archives. Je suis d'accord. Les archives anglaises, maintenant, sont au public record d'office, à Londres, près de Londres. Et là, il y a ce qu'on appelle les Fine et Patent Walls. C'est là sur lesquels, alors là, il y a de quoi faire une thèse. Hein, je le dis, il y a des étudiants, parce que moi, c'est plutôt passé, on n'a plus le temps de le faire. Mais il y a tout un travail remarquable à faire sur ces archives anglaises. D'ailleurs, je rappelle que les archives anglaises sont en français. Et c'est à partir de 1415 que le roi Henri V interdira l'usage du français dans la cour d'Angleterre. On parlait couramment le français, le latin bien entendu, mais je dirais le français à la cour d'Angleterre. Et donc, si vous regardez toute une évolution au niveau de ces documents, peut-être rappelé. Donc, il n'y a pas de calésien en tant que tel. C'est assez original aussi. Et je dis Froissart, dans sa première version, il y a un bourgeois, puis à la fin, on en a 6. Alors, c'est vrai que ça fait un peu mieux d'avoir la carte autour du cou, etc. Ça fait plus vraisemblable. Au XVe siècle, finalement, on n'entend plus beaucoup parler des 6 bourgeois de Calais, que ce soit du côté français et anglais. Alors, du côté français, ben, vous comprenez pourquoi. C'est pas aussi glorieux que Jeanne d'Arc qui va sauver la tête de Charles VII, si vous voyez ce que je veux dire, etc. Hein. Quand même, bon, c'est pas une grande victoire, moi, qu'on puisse dire, les 6 bourgeois de Calais. Et puis, on a aussi donc le problème un peu d'une confusion du côté français. Ça n'est pas une période, c'est pas aussi connu qu'on a pu le dire. Là aussi, il faut rester très prudent à l'époque, pour les contemporains de l'époque. En revanche, du côté anglais, pourquoi on n'en parlera pas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une guerre dynastique, la guerre des 2 roses. Et finalement, les Anglais s'intéressent moins. Finalement, c'est une affaire un peu classée, provisoirement, etc. On aura quand même un renouveau, alors entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On aura ce qu'on appelle les exemplum virtutis, c'est-à-dire des actes vertueux pour simplifier les choses, des grands événements, ça t'as pas vu, et en particulier, donc, on est dans un moment où la monarchie française se renforce, on est dans un moment même la monarchie anglaise, on est quand même dans des périodes où on va avoir des États, ils sont devenus des États modernes, monarchie centralisée, etc. Et donc ce genre d'événement doit servir à montrer que le pouvoir doit être fort, etc. On a vu que Philippe VI, c'était un peu discutable, mais toujours est-il, il faut valoriser. Alors montrer que certains se sont sacrifiés, pourquoi pas, pour la monarchie, pour l'État qui se renforce, etc. Et donc du XVIe au XVIIIe, on a plutôt cette idée-là. Alors on aura aussi des écrivains, aussi plutôt du XVIIIe, et au XVIIIe, on va valoriser finalement l'événement en tant que tel pour montrer qu'ils se sont sacrifiés. Cette vision de sacrifice, alors sacrifice collectif, c'est ce que Froissart a très bien compris. Un héros, c'est bien, mais c'est pas terrible. Un sacrifice collectif, ça a beaucoup plus d'allure. Comprenez? Et donc cette notion de collectivité, au nom de la ville, au nom de ces bourgeois qui incarnent la ville médiévale par excellence, c'est important de le rappeler. Et donc, si vous voulez, on a des auteurs, des gens du XVIIIe, par exemple, dans la seconde moitié du XVIIIe, qui vont mettre en valeur ces 6 bourgeois de Calais. Alors, Madame de Tencin, par exemple, mais aussi des œuvres de théâtre, des œuvres théâtrales, dramaturgiques en particulier. Alors, on dramatise l'événement en particulier, avec la dénommée Buirette en particulier, Pierre-Laurent de Buirette, pas des auteurs très connus maintenant, des dramaturges très connus. Jean-Baptiste Gresset, il y aura 2 auteurs, 2 pièces de théâtre qui mettent en valeur le sacrifice de 6 bourgeois de Calais. Voilà. Et puis on a même des peintres, alors des peintres anglais par exemple, Robert Pine en particulier, Edward Edwards, etc. Donc qui représentent ces tableaux. Et puis ici vous avez une représentation d'un tableau de Jean-Simon Barthélemy, donc en 1782.
Donc vous avez donc bien entendu la magnanimité. Là vous voyez la reine d'Angleterre qui est représentée bien entendu avec un habit médiéval, hein. Donc on peut dire c'est pas très médiéval, pourtant c'est anachronique mais c'est pas grave. Hein. Voilà, le roi d'Angleterre, et en face, alors les bourgeois ne sont plus habillés de la même façon. Hein. Vous voyez que tout est possible, tout est permis. C'est le côté artistique, pourquoi pas d'ailleurs d'un côté ou d'un autre. Alors, vous avez donc, si vous voulez, cette période de 6e, 16e, 18e, surtout à partir du 18e, on voit, ou surtout à partir du début du 18e, à la fin du règne de Louis XIV, il faut montrer ce pouvoir monarchique qui est renforcé, mais on voit les choses évoluer quand même, et ça on revient sur les 6 bourgeois de Calais. Alors ici, vous avez une représentation, une lithographie magnifique, c'est pour ça que je l'ai mise. Donc, Eustache de Saint-Pierre, vous voyez toujours Eustache de Saint-Pierre, c'est le personnage central, et on a retrouvé des écrits, c'était un marchand, un commerçant, donc il n'y a pas de problème, on le connaît dans les archives, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que le 10e siècle va être aussi très important au niveau du mythe, renforcer ce fameux mythe. Alors ce mythe est très important, puisqu'on va le voir dans les manuels scolaires. Nous sommes dans les manuels scolaires de la Troisième République. Ça va intéresser certains collègues de contemporains, je crois qu'ils les connaissent mieux que moi. Et tout simplement, bien entendu, dans les manuels des enfants, on représente les 6 bourgeois de Calais. Et si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs là je ne l'ai pas mis, d'un livre de Georges Blunon, hein, si j'ai bonne mémoire, le Tour de France par 2 enfants, il passe par Calais, alors toutes les villes où il passe, c'est formidable, c'est magnifique, etc. Ils partent de la porte de France de Falsbourg, de bonne mémoire, et ils s'arrêtent à Calais, et bien entendu, ils parlent de quoi? Des 6 bourgeois de Calais, bien entendu, incontournable. Donc les manuels scolaires sur la Troisième République, nos petits jeunes français, là, ça y est, hein, c'est bon, c'est un peu les Anglais, je t'aime moi non plus, hein, il faut rester prudent, mais il y a ce côté de sacrifice pour la patrie, et donc dans les manuels scolaires, on revient sur les 6 bourgeois de Calais. J'avais travaillé sur Bouvines et Philippus, comme on l'a peut-être dit tout à l'heure, je ne sais plus, et c'est vrai, on a le même phénomène, hein, la bataille de Bouvines, on est toujours dans cette période-là de la Troisième République, on valorise le sentiment national, bien entendu. Alors, on arrive, bien entendu, alors on a même des tabatières, vous voyez, sculptées, des 6 bourgeois de Calais, même avant tout, hein, donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, on arrive, bien entendu, à celui qui a fait connaître le plus, peut-être, les 6 bourgeois de Calais. Alors, je ne suis pas spécialiste d'histoire contemporaine, ni spécialiste d'histoire de l'art, mais Auguste Rodin, que je n'aime pas personnellement en tant qu'individu, je suis très clair, en tant qu'artiste, c'est différent, dissocier le sculpteur du personnage. Et donc, Auguste Rodin a joué un rôle très important pour la diffusion. Alors c'est la première maquette des 6 bourgeois de Calais. Hein, vous savez qu'il y en a donc actuellement dans le monde, au total, j'ai tout l'inventaire, si ça vous intéresse, après il y en a une dizaine, hein, il faut savoir, des maquettes originales, hein, en tant que telles, et dans le monde, alors de taille plus ou moins importante, etc. Auguste Rodin a donné une connotation davantage aux 6 bourgeois de Calais, mais pas du tout dans la vision patriotique qui allait se sacrifier. Quand vous regardez ces 6 bourgeois de Calais, ils n'ont pas l'air de s'abuser beaucoup. Hein. Même si a priori, on n'est pas sûr qu'ils soient exécutés, contrairement à ce qu'on pense souvent. Voilà. Donc ici, vous avez les 6 bourgeois de Calais. D'abord, souvent, ils ont une mine patibulaire. Il y en a même qui se met la tête entre les mains. Il y en a un qui a l'air très inquiet, qui regarde à l'horizon, etc. Donc, on a des 6 bourgeois de Calais, finalement, qui ont l'air d'être complètement effondrés. À leur place, on aurait peut-être été pareil, il faut être honnête aussi. Encore eût-il fallu faire partie des notables, c'est un autre problème. Et vous n'en voyez que 5 à la fois. Vous savez toujours qu'il y en a un, ce qui est une qualité de l'œuvre de Rodin, vous n'en voyez que 5, j'en ai 6 en même temps. Quel qu'en soit l'endroit où vous positionnez. Si vous êtes Calais, on vous l'expliquera largement. Donc voilà, on a une nouvelle vision de l'histoire voulue par un artiste, donc Rodin. Alors il faut savoir que cette statue devait être faite. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a été commandée par le maire de l'époque, Jean de Wavrin. Manque de chance en 1885, tout va bien, les Calaisiens font des dons, la banque, il y a une banque qui accepte et tout. Manque de chance, la banque fait faillite. Donc le projet va être reporté, il faudra attendre 1895 pour que ce soit véritablement réalisé. C'est un autre problème, vous voyez, comme quoi, bon, pas de chance pour Rodin, ce ne sera pas facile. Toujours est-il qu'il va y arriver. Alors, autre élément important que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les 6 bourgeois de Calais se déplacent dans la ville. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas toujours au même endroit. Et oui, c'est important. Au départ, les 6 bourgeois de Calais ne sont pas à l'endroit que vous connaissez actuellement. Ils sont devant l'hôtel de ville de Calais.
qui est un hôtel de ville du début du XXe siècle. Donc il n'a rien de... C'est un néo-gothique, très beau néo-gothique, mais bref. Et les 6 bourgeois de Calais se trouvent place d'Armes au départ. Ensuite, ils se trouvent, si vous connaissez un peu Calais, au parc Richelieu. C'est-à-dire toujours limite de Calais Nord. Juste extramuros de la ville médiévale, si vous voulez. Mais donc dans la partie Calais Nord actuellement, près de la gare de Calais, si vous connaissez. Et puis, maintenant, ils sont devant l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville de Calais, je vous rappelle, là où il se trouve actuellement, c'est justement dans ce qu'on appelait ça le Sahara à Calais. C'est-à-dire c'était une zone qui n'était pas rejointe de part et d'autre de Saint-Pierre et de Calais. C'était une zone où il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. D'où le mot Sahara. Et donc ces 6 bourgeois de Calais, on les a mis là parce qu'ils symbolisent ce rattachement des 2 villes, Calais et Saint-Pierre, en 1885. Vous voyez ? Comme quoi, cette statue, cette réalisation, cette sculpture, donc des 6 bourgeois de Calais, elle est quand même le reflet de vouloir appartenir à une ville, comme au Moyen-Âge. Ils sont, les 6 bourgeois de Calais, une représentation urbaine, le symbole urbain par excellence, bon, qui se sacrifie, etc. Cela dit, là on les sent moins enthousiastes quand même dans l'ensemble, le moins qu'on puisse dire. Je dis à leur place, on n'aurait peut-être pas été très heureux. Alors là, j'ai une vision un peu spéciale, j'ai voulu quand même, je ne suis pas encore à la fin quasiment, mais c'est les Anglais qui ont un sens de l'humour. Moi, je les ai mis anglais, alors je le dis, c'est dans le Times. Vous voyez, c'était sorti en 1996. Comme quoi, finalement, tout le monde peut avoir sa vision de l'histoire, entre autres. Alors, au niveau de nos 6 bourgeois de Calais, c'est vrai que la situation... Alors, Calais est aussi avantage de l'œuvre de Rodin. C'est que d'abord, c'était dans un moulage. Vous savez qu'on passe, qui lui a permis de réaliser des moulages très vite, de réaliser plusieurs œuvres donc authentiques, et ça, c'est important. Et ce qui est aussi important chez Rodin, c'est qu'il a prévu, donc il a fait une œuvre collective. C'est-à-dire la mode était plutôt à représenter des sculptures individuelles. Et d'ailleurs, il y a une représentation au musée Rodin, si vous êtes déjà allé, une représentation, si j'ai bonne mémoire, de Stage de Saint-Pierre, par exemple, qui est tout seul, qui est sur pied et qui est tout seul. Voilà. Donc là, il a fait une représentation collective. Ce qui est intéressant, et n'oubliez pas que nous sommes sous la Troisième République. Ça, c'est important. Mais en revanche, il a montré des visages meurtris, marqués par l'épreuve. Pas du tout l'image qu'on avait vue des peintres, des écrivains, de Jean Froissart, la notion de sacrifice, etc. Je ne sais pas s'ils sautillaient pas pour être pendus. Vous voyez, là aussi, la vision a évolué. Alors ce mythe est très important, bien entendu, puisqu'il est très connu actuellement. La liste, si vous voulez, bon, je l'ai, bon, à Calais, donc voilà. Il faut savoir qu'à Calais, la sculpture de Rodin a été réparée, on l'a restaurée, si vous voulez, en 2001. Elle est allée à la Villa Médicis, vous le savez probablement. Et la population calaisienne s'est déplacée de façon spectaculaire. La population calaisienne s'est appropriée ce mythe, etc. Alors, vous avez Calais en 1995, vous en avez aussi à New York, à Copenhague, à Marimont, au château musée royal de Marimont, que je recommande de voir près de Bruxelles, à Londres, à Philadelphie, j'ai fait toute la liste, à Bâle, Washington, Tokyo, et puis ça termine par Séoul. Vous voyez, pour les œuvres authentiques, je ne parle pas des copies, etc., et des œuvres individuelles. Voilà, donc c'est connu dans le monde entier, si bourgeois de Calais. Alors c'est aussi l'appropriation d'une ville par rapport à cet événement. Et c'est vrai que quand on dit à Calais qu'il n'y a pas les 6 bourgeois obligatoirement, alors là je ne dis pas le choc sismique, bon les gens bon quand même pas, je n'ai pas été assassiné rien du tout, et ils m'apprécient quand même, je pense dans l'ensemble, mais bon voilà, c'est pas évident de dire à une population, bah oui. Alors tout ce travail aussi sur Rodin, moi je renvoie aux écrits de Magali Domain, avec laquelle j'ai travaillé, parce que là, elle a davantage travaillé sur la période contemporaine et davantage sur la sculpture de Rodin. Voilà, donc ça aussi, il faut le préciser, ça me paraît important de vous le dire. On a donc vraiment, si vous voulez, un mythe parmi d'autres. Alors, cette conférence, je l'avais faite, puis il y a quand même un moment, ça remonte à 2004, c'était hier quasiment, et c'était lors d'un colloque à Dakar qui avait été organisé sur les mythologies urbaines, qui avait été organisé par Alain Cabantou, un de nos collègues que vous connaissiez probablement, spécialiste d'histoire maritime. Et donc j'étais intervenu avec Magali Domain à cette occasion
en sachant que justement, à Dunkerque, bon, on avait mis sur la couverture de Védiéki, en tant que Dunkerquois d'origine, Jean Bart, bien entendu. C'est pas du tout la même chose. Le danger, c'est de remettre en question les mythes. On sait ce que ça peut être aussi. Alors le rôle de l'historien, c'est de dire ce à quoi non pas il croit, d'après les sources retrouvées, ou les historiens. Mais encore une fois, ça peut être aussi toujours dangereux. Vous savez très bien, l'utilisation, la manipulation de l'histoire actuellement. On le voit bien dans d'autres pays avec lesquels on s'entend moins malheureusement actuellement. Voilà, c'est toujours très dangereux de revisiter des mythes, bien entendu, parce qu'il y a un côté sensibilité, sentimentale. C'est toujours le danger. Mais on aime bien quand même ce côté incertain, d'incertitude, etc. Voilà, donc j'ai essayé de dire dans les temps, puisque j'avais dit de dire en 1 heure. J'ai dit en 1 heure, parce que vous me demandez de dire en 1 heure, donc voilà. La question est venue lorsque vous avez évoqué les noms des bourgeois de Calais, oui. En tout cas prétendus. Vous avez dit que ce n'étaient pas des gens de Calais parce qu'ils avaient des noms avec des toponymes des environs. Et je me posais la question de savoir si c'était des noms qui étaient déjà transmis de génération en génération ou si c'était des surnoms. Pour dire, par exemple, Eustache était de Saint-Pierre et j'ai oublié les autres. D'accord. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Alors, souvent les gens au Moyen-Âge, on les citait de leur lieu d'origine. Donc, comme vous l'avez remarqué d'après ce que j'ai dit, d'après les 6 bourgeois de Calais, vous l'avez dit, ils ne sont pas de Calais même, ce que j'appelle le Calais Nord, c'est-à-dire le Calais Nord actuellement, mais donc de la ville intramuros, au sens médiéval. Bon, maintenant, Saint-Pierre, c'est quoi? C'est à 1 km, 2 km, hein, on est à la limite. En revanche, Fienne, Andres, c'est quand même beaucoup plus loin, hein, on est quand même une dizaine de kilomètres, voilà. Mais ils sont quand même de la région, hein, ça c'est important à rappeler, et ils sont tous, ce qui est intéressant, ce qui confirme l'étude onomastique dont je vous ai parlé, ils sont tous à l'ouest de l'Arc. Ils sont toujours du côté de l'Artois, si vous voulez, du Boulonnais, voilà. Ça c'est important aussi. Alors maintenant, pourquoi ils ne sont pas de Calais même, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Voilà, ça je ne sais pas. En fait, c'est en travaillant, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun qui était de Calais au sens strict médiéval, voilà du terme. Donc maintenant, est-ce qu'ils avaient des ancêtres? Là, il faudrait faire des études généalogiques, et ça n'a pas été fait à ce jour-là. Et puis, à mon avis, on n'a pas beaucoup de documents. Hein. Je ne suis pas sûr que pour le 14e, on trouve beaucoup d'ancêtres. Non, vas-y, Pascal, je t'en prie. En tout cas, merci beaucoup en effet pour cet exposé magnifique, je dirais brassant énormément de sources. Alors pour ce qui est de la question onomastique, je dirais que j'aurais une approche un peu plus prudente, c'est-à-dire qu'on est quand même maintenant dans la première moitié du XIVe siècle et on a, je dirais, ce qu'on appellerait nous des noms de famille qui depuis le XIIIe siècle se figent. Donc quelqu'un qui s'appelle de Saint-Pierre, il est possible par exemple que son grand-père venait de la localité de Saint-Pierre, mais qu'ensuite les fils, les enfants, petits-enfants, aient gardé le nom de Saint-Pierre. Donc on peut imaginer, naturellement, ce que je dis là, j'ai pas plus de preuves que toi qui contestes, mais c'est très plausible de penser que Eustache de Saint-Pierre soit un bourgeois, un citoyen de Calais intramuros, et qu'il ait gardé comme nom de famille le toponyme d'un de ses ancêtres. Alors, parce que quand même, la première moitié du XIVe siècle, on a déjà depuis le courant du XIIIe, on a des noms de famille, je dirais, qui se figent. Alors, si je vais me permettre pour te répondre, oui, normalement, il est bourgeois de Calais. Je pense que là, il n'y a pas de problème pour le Eustache de Saint-Pierre. Comme tu dis, certainement, il est originaire de Saint-Pierre, mais il est bourgeois maintenant à Calais. Donc je pense qu'il habite... alors cela dit, ça c'est moins glorieux. Gilles Libuisi nous parle que 2 d'entre eux ont collaboré. Alors je pense employer le mot collaborer, c'est au sens actuel du terme. Ils sont restés avec le roi d'Angleterre et ils ont, une fois ils ont été graciés, 2 d'entre eux ont accepté de travailler le roi d'Angleterre et garder leur propriété, leur maison bien entendu. Hein. Donc, ça on en parle beaucoup moins d'ailleurs, c'est bizarre d'ailleurs. Oui, alors après il ne faut pas regarder les événements de la première moitié du XIVe siècle avec les lorgnettes nationales du XIXe ou XXe siècle. On est d'accord. Je veux dire, honnêtement, Édouard III
certes, il est anglais, mais enfin, la famille Plantagenet est originaire de l'Ouest. Oui. Comme tu le D'accord. disais toi-même, la langue utilisée à la cour, Français. c'est une langue d'oeil, hein, c'est l'anglo-normand qui Oui, ressemble à complètement. 90% au picard administratif ou au français administratif. Tout à fait. La mère d'Édouard III est une princesse capétienne. En 1328, finalement, l'aristocratie française a préféré élire Philippe de Valois, mais Philippe de Valois, c'est le cousin germain par le père des derniers rois capétiens grecs. Oui. Mais Édouard III, c'est le cousin germain aussi par sa mère. C'est tous parents. Ben voilà, Donc, bon. ils sont parents, je dirais ils ont un peu la même culture. Donc au début dans les années 1330, c'est pas une guerre entre les Anglais et les Français, c'est une guerre entre princes qui en réalité appartiennent un peu au même monde, qui sont liés par le sang, et ce n'est que progressivement que le clivage national se renforce. Oui, moi je suis d'accord, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jean-Philippe Jeunet, par exemple, parce qu'on a toujours dit la bataille de Bouvines, c'est nationaliste, etc. Non, d'après Jean-Philippe Jeunet, c'est le début du XIVe siècle. D'ailleurs, la notion de nation commence à poindre à ce moment-là, peut-être. Je pense qu'il est... En tout cas, ça se renforce dans le courant des 14e et 15e siècles. Oui, tout à fait. Mais que pour les gens de cette époque, tu parles de Froissart. Bon, déjà, Froissart, il n'est pas du royaume de France. Non. Il est de Valenciennes, c'est le comté de Hainaut, c'est terre d'empire. On est d'accord. Tout à fait. Et finalement, les fidélités, elles sont gérées souvent moins liées à une nation telle qu'on l'appelle Maintenant, consommée, tout à fait. qu'à un prince. C'est une relation de fidélité à une personne plus qu'à un pays. Oui, tout à fait. Non, mais on se rejoint tout à fait. De toute façon, la notion de nation, je suis d'accord avec toi, 14e, 15e siècle, vous l'avez appris, hein, donc je pense que... Nous, on a appris, c'était Bouvines, hein, quand on était à l'école. Moi, je l'ai appris quand j'étais à l'école, mais c'est fini. Déjà, on ne parle plus de Bouvines, je crois, dans les écoles. Et puis, on avait une version nationaliste du 19e siècle qui ne correspond pas à l'époque. Alors, autrement, les bourgeois de Calais mythes. Alors, la question est de savoir quelle est l'historicité, des récits, quel est le rapport avec une réalité historique, qu'en réalité on n'approche que par ces récits. Tu nous as dit qu'il y en avait plusieurs. Bon. Oui. Après, je dirais la version finale, commune, de six bourgeois qui arrivent la corde au cou. Alors, esprit de sacrifice, moi je dirais plutôt pénitence. Mais c'est très plausible selon les lois de la guerre de l'époque. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une ville qui ne se rend pas, une fois qu'elle est prise, on la pille, on massacre la population, etc. Quand elle ne se rend pas. Oui, quand elle ne se rend pas. Alors là, c'est pas le cas. Là, oui, elle se rend pas. Ils se rendent, si. Quand les bourgeois ils se rendent parce qu'autrement, ils sentent bien que s'ils ne se rendent pas, leurs murailles vont finir par tomber, et là, pour le coup, ça sera la mort et le pillage. Alors qu'avec ce rite de pénitence, ils viennent implorer le pardon, finalement, du vainqueur. Et c'est très plausible. Ça se passe comme ça à Calais comme dans toutes les villes qui se rendent. Tout à fait. Mais au niveau de... Alors justement, il y a une question qui avait été posée et soulevée, mais on n'a pas de réponse, malheureusement. C'est-à-dire le fait, est-ce que les habitants de Calais ont accepté que leurs femmes, leurs enfants sortent de la ville au risque d'être sacrifiés? Les pères de famille, par exemple. Ça paraît assez peu probable quand même d'accepter cette situation. Maintenant, bon. Alors, disons que ça s'est fait dans d'autres sièges. Je crois que le siège de Carcassonne pendant la guerre albigeoise. Pendant les croisades. Parce que de toute manière, vous devez vous défendre. Vous avez des réserves de ville. Au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, il n'y a plus assez à manger pour tout le monde. C'est le cas. Donc on privilégie les combattants. Ou alors, ben voilà, oui, tout à fait. Ce sont des vieilles pratiques. Peut-être d'ailleurs qu'on en trouve des cas déjà dans l'Antiquité. C'est la guerre, il faut résister. Ceux qui ne peuvent pas combattre, on les fait sortir. Alors, si les assiégeants sont cléments, éventuellement ils les laissent s'égayer dans la campagne, là on a des cas où en effet les malheureux sont coincés entre la ville, les murailles de la ville qu'ils ont quittées, et puis les lignes de l'ennemi. Et là, ils finissent par mourir
sous les yeux de tout le monde. Moi, je ne crois pas trop la version que le roi d'Angleterre aurait donné de l'argent. J'ai quand même des doutes. Après, éventuellement, dans Ça le paraît cadre possible ou pas d'une fête liturgique, il y a des pratiques caritatives. Alors, pas forcément donner de l'argent à tout le monde, mais on distribue de l'argent aux pauvres. Je veux dire, c'est un mélange. Oui, non, mais moi, ça me semble plausible. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, mais ça me semble plausible parce qu'on est dans, je dirais, la contradiction entre les lois cruelles de la guerre et une société qui s'affirme chrétienne. Donc éventuellement, on va trucider, on va faire plein de mal aux gens, et puis il y a des moments où, je dirais, on va se racheter, on va se montrer charitable. Donc c'est plausible. Oui. Mais vous voyez, on est en pleine incertitude, là, en tant qu'historien. Je ne ferai pas de parallèle avec des choses qui se passent actuellement au Proche-Orient, mais voilà, je veux dire, on est tout à fait prêt à fermer les yeux sur des massacres, mais de temps en temps, on veut se montrer humanitaire, on va envoyer un cargo avec des sacs de riz. Comme ça permet le pardon. Ça soulage la conscience. Voilà, exactement. Donc, moi, je ne mettrai pas ma main en feu en disant ça s'est passé comme ça, mais je ne le repousserai pas d'emblée. C'est très plausible, selon les normes de la société de l'époque. C'est très plausible. Mais l'auteur anglais qui en parle est plutôt quelqu'un d'assez, justement, assez ouvert là-dessus. Alors je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas. Bon, il est assez précis sur la description du Mais en tout cas, s'il en parle, c'est pas forcément que ça s'est passé comme ça, mais que c'est crédible. Voilà. Parce que le chroniqueur, il est là pour raconter des histoires auxquelles on doit adhérer. Donc si par rapport aux valeurs d'une époque, il dit quelque chose d'aberrant, ça ruine son crédit d'historien. Oui, tout à fait. Alors qu'en donnant des éléments qui peut-être vont surprendre, qui sont peut-être pas vrais, mais qui vont surprendre, mais ça reste crédible. Donc on adhère à la véracité générale du récit. Intéressant, parce que ça peut être... Vous voyez, à un débat, on est toujours dans l'incertitude. Je ne veux pas non plus. Non, mais vas-y, c'est intéressant. On va en discuter après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, je voulais savoir, en fait, Rodin a créé cette sculpture uniquement par commande, uniquement parce que c'est une commande du maire. C'est une commande de Jean de Wavrin, tout à fait, de la mairie du maire et de la mairie de Calais. C'est passé comme ça uniquement, oui. En 1885, oui, c'était une volonté du maire de mettre en valeur l'événement, entre autres, voilà. Parce que ça paraît bizarre qu'il ait lui-même que ça fait plus. Non, il n'a pas décidé tout seul, il y avait le conseil municipal de l'époque qui a... Mais je reprends un livre qui avait été réalisé avec moi-même dans La Voie du Nord. C'est une petite plaquette qui est très bien sur les Simons-Jean de Calais, mais qui traite davantage de la période contemporaine, du travail de Rodin. Voilà, là, je précise. Et c'est Magali Domain qui a fait un très bon travail que Xavier connaît, etc. Oui, une question. Oui. En ce qui concerne, on reconnaît... Je le cherchais. Je vous en prie. On reconnaît le nom de Stage de Saint-Pierre, Oui. mais a-t-on des sources sur les autres bourgeois, les éventuels autres bourgeois, au moins un ou deux qui auraient suivi effectivement le Stage de Saint-Pierre? Alors, il y a Jean de Vienne sur lequel on a des éléments, qui a repris la parole pour remettre les clés de la ville, semble-t-il, alors du premier étage de la maison commune, bon, encore une fois, d'après les chroniqueurs, encore une fois, souvent postérieurs, et sinon, il y en a deux pour lesquels il n'y a aucune trace. Alors ça, c'est sûr, en particulier Jacques de Vissant et Jean de Vienne. Je crois qu'il y en a deux pour lesquels il n'y a aucune source. Nulle part. Donc, il y en a deux qui seraient connus, tout droit, sur lesquels on a retrouvé. Et c'est pas, comme disait Pascal à l'instant, c'est pas parce qu'on ne trouve pas de traces qu'ils n'ont pas existé non plus. Vous voyez, on est toujours dans le... D'où la notion du mythe, parce que plus il y a d'incertitude, et plus le mythe naît, voilà, donc... Non, il y en a deux pour lesquels il y a des éléments. Je vous dis, Jean-Marie Brulin a fait un travail remarquable de travail de source. Et là, donc il a rappelé qu'il y en avait deux pour lesquels il y avait des sources. Il y en avait deux, malheureusement. Donc c'est le Stage de Saint-Pierre et Jean de Vienne. Voilà. Sinon, les autres, on n'a pas quasiment d'éléments.
Madame, Oui, merci pour... je vous en prie. Merci à vous d'avoir Ça m'a vraiment intéressé. Je voulais savoir, vous avez parlé de l'apparition finalement assez tardive du rôle joué par la reine Philippa de Hainaut. Oui. Alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu à quel moment qui l'a fait apparaître et puis à votre avis pourquoi, enfin, est-ce qu'il y a des raisons pour l'apparition de cette reine dans le mythe? Est-ce que ça correspond à des soucis politiques de l'époque? Est-ce que c'est un décalque? Il me semble qu'elle avait prêté serment au début de la guerre. Il y a une histoire de serment qu'elle avait prêté. Est-ce que c'est le renouvellement de ce serment en l'insérant dans une histoire, dans un épisode? Est-ce que ça correspond aussi, parce que par exemple, il y a dans l'apparition de Lady Marianne, dans le mythe de Robin des Bois, il me semble que c'est assez tardif aussi. Est-ce que c'est à la même époque? Voilà, une série de questions. Je pense que c'est un peu la même époque, mais sur le principe, je vous ai parlé des enluminures, sur lesquelles elle n'apparaît pas du tout au XIVe siècle. C'est quand même très surprenant, c'est que du côté français comme du côté anglais, alors du côté français on peut peut-être le comprendre, mais du côté anglais, par exemple, elle n'est pas représentée. Et ça dit vraiment qu'à partir du XVe siècle, on a des enluminures qui la représentent sur les scènes. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors pourquoi à partir du XVe siècle? Là, je me pose la question aussi. Parce qu'avant, on ne l'a vu nulle part. Alors c'est vrai, elle est citée dans les chroniques de Jean le Bel, Jean-François elle est citée. Elle est citée, mais pourquoi n'est-elle jamais représentée en tant que telle, en suppliant son mari de gracier les 6 bourgeois de Calais? C'est toute la question. Mais donc, c'est plutôt au XVe siècle qu'elle apparaît. Et c'est du côté anglais, c'est-à-dire dans les archives anglaises, du Public Record Office, en général, les enluminures qui sont en Angleterre. De toute façon, moi je pense qu'il y a un travail, comme je le disais tout à l'heure, si un jour... si les collègues Bédévis veulent faire des travaux sur Calais au Moyen-Âge, surtout sur les archives anglaises, bon, j'avais travaillé un peu dessus, mais bon, j'avais pas le temps, je travaillais pas que sur Calais, au départ. On l'a dit, j'ai travaillé sur l'ensemble de la Flandre et sur le côté maritime. Ce dont je vous parle, c'est pas au départ ce sur quoi j'ai travaillé personnellement en tant que chercheur. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire. Il y a des maîtres et des maîtres d'archives inexploités, j'ai bien inexploités, du côté anglais. Et vous savez, nous parlons tous couramment l'anglais, quasiment. Nous sommes très doués en France pour parler l'anglais et le lire. C'est tout le problème. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants là aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'étudiants que ça. Bon, alors il y a un autre problème aussi, quand vous allez au Public Record Office, parce que mes collègues savent où c'est à une quarantaine, je ne sais plus, après de Londres, il faut se déplacer, c'est tout au fait de l'étudiant, il faut tout ça. Je dirais, il faut aussi se mettre à la place des jeunes. Et c'est pas cher en Angleterre. Et c'est pas cher en Angleterre. Oui, t'as raison d'insister. T'as raison. Non mais vous voyez, tout le problème, c'est d'y aller, il faut encore aller à 40 km. Alors bon, entre nous, quand vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 25 ans, vous préférez passer vos soirées, je ne vais pas trop détailler, mon épouse est là, mais passer vos soirées dans le centre, que de retrouver au Public Record Office à 40 km du centre. C'est un peu moyen quand même, voilà. Non, et c'est tout un problème. J'avais aussi un collègue avec lequel j'avais travaillé un moment, qui avait un travail remarquable sur Calais, mais plutôt à l'époque des Tudors. Je dis sa thèse parce qu'elle n'est pas très connue. La gentillesse de me la remettre, c'est David Guamit, qui maintenant travaille à l'Université de Londres, et il travaillait à l'Université de Londres, on devait être à peu près la même génération, donc voilà. Et donc on avait travaillé ensemble, et c'est lui qui avait dit que le Calaisis c'était un îlot continental ou un pied-à-terre continental. C'était joliment dit, je trouve, voilà, donc sur le principe. Donc voilà, je peux vous dire que, bon, sur les enluminures, elle n'a paru qu'au XVe siècle. Pour quelle raison? Moi, que Pascal ait son idée, non, bon, voilà. Non, c'est aussi le choix des enlumineurs, parce qu'en réalité, quasiment toutes les photos, les reproductions que tu as montrées, je dirais, sont de pures inventions. Même les enluminures du XIVe siècle, et même la toute première, le fameux hommage d'Édouard III à Philippe VI. Oui, alors j'avoue, je ne sais pas comment ça s'est passé réellement, mais je doute qu'Édouard III ait porté sa couronne royale en se mettant à genoux devant le roi de France, parce que Édouard III prête l'hommage pour le duché de Guyenne, oui, tout à fait. Mais voilà, certainement pas pour le royaume d'Angleterre. Donc rien que cela, je pense que la représentation est fausse. Oui, tout à fait.
Mais alors moi, ça a toujours été un problème là, en tant que médiéviste. Encore une fois, on peut monopoliser la conversation. Mais est-ce qu'un souverain pouvait se prêter serment de fidélité vis-à-vis d'un autre roi souverain? Ah oui, oui, non, mais ça s'est fait. Oui. Mais c'est quand même délicat. Dès le XIIIe siècle, on a les hommages, l'arrière-grand-père d'Édouard III l'a déjà prêté, mais je ne pense pas qu'il portait sa couronne royale, parce que ça aurait laissé entendre que c'est un roi qui devient le vassal d'un autre roi. Donc c'est pour ça que, ou alors c'est éventuellement une couronne ducale ou autre, mais là on voit bien on voit bien, alors les grandes chroniques de France, c'est l'historiographie officielle dans les chroniques, qui est élaborée au monastère de Saint-Denis, donc là on est vraiment dans le milieu proche du roi de France. Donc je pense que l'enlumineur a dessein, oui, tout à fait, mis la couronne sur la tête des rois pour laisser croire que c'était le roi d'Angleterre qui devenait le vassal du roi de France. Pas du tout, alors que non, c'est le duc de Guyenne. Tout à fait. C'est pour la Guyenne. Il se trouve qu'ils ont plusieurs casquettes, si je peux dire, plusieurs couronnes. Mais donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de cette iconographie qui est une construction. Les récits des chroniqueurs sont des constructions, mais les représentations iconographiques encore plus, et elles sont encore plus dangereuses parce que on est souvent victime de l'image. En plus, nous on est dans une société où on est bombardé d'images, il nous faut des images tout le temps. Donc toujours mettre beaucoup de distance par rapport aux représentations iconographiques. Bon, ben voilà, donc c'était une fausse couronne. Merci. Une question. Merci monsieur pour votre exposé. Alors attendez, qui parle, si je me permets? Je pas une bonne vue. Ah bonjour monsieur, pardon, j'y arrive. Bonjour aussi à vous. Merci. Est-ce que l'histoire fait son histoire? Alors bonne question, alors là je savais pas que j'allais devoir philosopher, j'avais bien la philo en plus. L'histoire fait son histoire. Je pense que l'histoire est toujours très orientée, de toute façon. Donc, comme vous dites, l'histoire fait son histoire, pourquoi pas? Je pense que c'est tout le problème de l'historien, d'ailleurs, en général. Est-ce qu'on peut être objectif ou pas? Est-ce qu'on a les éléments pour être objectif? On n'a pas toujours les éléments. Plus on va vers les périodes anciennes, et plus c'est peut-être difficile, je pense que... Et quand vous êtes en contemporaine, c'est pas plus facile obligatoirement. Je pense que quand vous dites faire son histoire, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, faire son histoire? On invente l'histoire, c'est pas ça? Non? Oui, vous voulez dire quoi par on fait son histoire? Dans quel sens? L'histoire, dans l'histoire, je pense qu'à chaque époque, c'est traduit des fois différemment. Ça peut être traduit différemment, mais ça reste toujours. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Chaque période interprète l'histoire d'une façon différente aussi. Mais même l'historien en tant que tel interprète l'histoire en fonction de son vécu, etc. Donc, je veux dire, même rien que déjà le métier d'historien est très difficile. Hein. Je pense que c'est pas évident. Hein. On essaie d'être objectif au maximum. Maintenant, peut-on l'être? On ne l'est jamais totalement. Ça, c'est un sujet de philosophie. J'avais eu au baccalauréat, je me permets de vous le dire. Donc, ça me rappelle les souvenirs émus. J'avais été passionné, j'avais fait 24 pages, et je suais quand je suis sorti de la salle. Voilà, donc je veux dire, et j'avais eu 20, je vais vous le dire, en philo, à l'écrit. Alors, c'est plutôt rare. Et c'était tombé sur l'objectivité de l'historien. Ça me fait penser à ça. Vous avez vraiment la vocation. Oui, je pense. Ben, il y avait 3 sujets, mais celui-là me plaisait davantage. Voilà. Et j'avais osé dire que l'enseignement n'était pas à l'époque adapté. Déjà, j'avais osé dire ce qu'il devait faire, car un de mes collègues devait aimer bien le côté contestataire, peut-être. Bon, je n'ai pas vu qui m'a corrigé. Mais j'ai hésité à être prof de philo, d'ailleurs. Je vais vous proposer qu'on applaudisse non seulement la note de philo, mais aussi la Je propose à mes collègues de se retrouver dans notre salle de travail, et non pas de torture, j'ai entendu tout à l'heure, c'est vraiment de travail. Aurélien est juste à la porte pour vous distribuer, si vous le souhaitez, des programmes... Et vous rappelez que le mois prochain, il n'y aura pas de communication ordinaire, mais le colloque sur l'art déco dans la Somme, les 10 et 11 octobre. Et vous vendredi et samedi. Voilà. À la salle de Wailly et au conservatoire de musique. Et vous recevrez sous peu par mail le programme du colloque Art déco.